Alors, dans le cadre de la campagne électorale au Québec, nous vous présentons 5 entrevues avec les candidats économiques des 5 partis représentés à l'Assemblée nationale. Notre deuxième invité de la semaine est Jean-Martin Hossan, chef d'Option nationale, candidat dans Nicolet-Bécancour. Bonsoir, Jean-Martin Hossan. D'abord, je vais vous poser la même question qu'au candidat caquiste d'hier. C'est quoi votre priorité pour l'économie du Québec? Ce sera les ressources naturelles. Parce que c'est des ressources non renouvelables. Donc, si on rate le train la première fois, c'est très difficile de se rattraper. Et dans notre plateforme, on le dit très clairement, on veut nationaliser les ressources naturelles et on s'explique là-dessus. C'est pas du communisme que de vouloir nationaliser les ressources naturelles. C'est un peu comme Hydro-Québec. Ce que René Lévesque a eu l'audace de faire avec Hydro-Québec, qui est devenu un joyau de notre économie, c'est de faire en sorte que l'État soit maître d'œuvre du développement de nos ressources et surtout que la richesse qui en découle, ou l'aspect propriété, la richesse qui en découle revienne aux Québécois. Est-ce que ça se fait avant ou après la souveraineté? Les Québécois ne semblent pas, dans les sondages, être prêts à dire oui pour l'instant. Est-ce que votre programme, c'est un programme de pays seulement ou il pourrait s'appliquer à une province? Tout ce qui est dans notre plateforme se fait dès qu'on veut le faire. Évidemment, on le ferait encore mieux si on était un pays souverain parce qu'on le ferait selon nos priorités sans jamais avoir d'interférence de notre gouvernement. Mais la nationalisation des ressources peut très bien se faire tout de suite en arrivant au gouvernement, même si la souveraineté est en chemin. Tout comme Hydro-Québec a été nationalisé quand le Québec était sous une tutelle d'un autre pays. Puisque vous parlez de la nationalisation, je vais vous poser quelques questions là-dessus. Nationalisation des ressources, nationalisation aussi de la filière éolienne, c'est ce que vous proposez. Comment on procède et surtout, combien ça coûte? Bien, les ressources, en fait, ça va rapporter plus que ça va coûter parce qu'on va enfin avoir les revenus qui découlent de cette propriété-là. Il y a peut-être des compensations qu'il faut donner au secteur privé quand on nationalise des secteurs où ils ont déjà investi. Peut-être des compensations? Bien, dans certains cas... Assurément des compensations. Oui, ce que je veux dire, peut-être des compensations plus importantes parce que dans certains cas, quand les investissements sont assez substantiels et sur plusieurs années, on n'a pas l'intention d'exproprier les gens et de les mettre dehors à coups de pied. On est quand même un État responsable, sauf qu'il ne sera jamais trop tard pour le faire. C'est sûr que plus on attend pour nationaliser, moins on retirera de richesse de ces ressources-là, mais il ne sera jamais trop tard pour le faire, ce sera toujours profitable. Donc, est-ce que vous avez quand même chiffré combien ça coûterait le processus de nationalisation des ressources? Sur le prix des rachats de certains actifs ou de certains droits, on n'a pas tout calculé ça parce que ça fluctue aussi avec les marchés, évidemment, et ne serait-ce que la valeur en bourse de certaines compagnies fluctue aussi. Mais ce serait de l'ordre de centaines de millions, c'est certain, mais on parle de milliards de revenus qui s'ensuivent, par contre. Donc, c'est toujours profitable de devenir propriétaire de ce qui nous appartient, en fait. Avec le risque qui vient avec aussi, hein, parce que les ressources peuvent baisser aussi. Sur le court terme, il y a des périodes cycliques où c'est plus difficile pour le secteur minier. Mais dans le moyen et long terme, c'est toujours profitable, les ressources naturelles. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de privé non plus dans ce secteur-là. Donc, il ne faut pas utiliser, comme le font certains populistes, je dirais, des exemples précis qui n'ont pas fonctionné pour dire qu'il ne faut pas le faire ailleurs. Parce que, comme par hasard, tous les exemples qu'ils utilisent sont les seuls qui n'ont pas fonctionné. Et dans tout le reste que le privé occupe, c'est très profitable. Et on parle encore une fois de profit de milliards de dollars à terme. Nationalisation, fonds de pension pour les travailleurs de l'agroalimentaire, monorail électrique, Internet haute vitesse, gratuité scolaire, Pharma Québec, une société d'État qui gérerait les produits pharmaceutiques au Québec, des mesures fiscales pour la culture, tout ça, c'est dans votre programme. Oui. C'est beaucoup d'argent. Comment on finance tout ça? C'est beaucoup de revenus aussi. Pharma Québec, en fait, ça va rapporter de l'argent plutôt qu'en coûter parce qu'on va épargner potentiellement entre 1 et 2 milliards de dollars en frais réduits d'achat de médicaments. Sur le plan du monorail, ça va créer des milliers d'emplois au Québec, ça va utiliser des technologies québécoises, ça va aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre qui vont peut-être nous apporter des économies de taxes de carbone un de ces jours. Mais c'est des milliards d'investissements quand même. C'est des milliards d'investissements. Il faut emprunter sur le marché, la dette grandit pendant ce temps-là. En fait, si on nationalise les ressources et si on cumule à ça des mesures d'efficacité, comme par exemple de mettre un seul rapport d'impôt au lieu de 2 au Québec, on est les seuls au Canada à avoir 2 rapports d'impôt à faire chaque année. Juste ça, ça coûte 800 millions de dollars en frais administratifs de trop chaque année. Donc, si on fait des rationalisations comme celle-là et des gains d'efficacité, ça en fait beaucoup d'argent pour investir dans ce qui coûte. Si je vous dis déficit zéro, oui. Comment vous réagissez? C'est très possible. C'est très possible. Et actuellement, comme je vous disais, si on avait des gains d'efficacité dans ce qui est facilement réglable, par exemple, le rapport d'impôt unique, je l'ai suggéré à l'Assemblée nationale il y a quelque temps, et le gouvernement actuel, ils se sont levés un par un pour voter contre la mesure. Certains sont venus me dire ensuite que c'était une bonne idée, mais qu'ils avaient une ligne de parti. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qu'on peut faire réalistement aujourd'hui et qui ne se fait pas par manque de volonté politique, mais il y a beaucoup de rationalisation à faire. Le report d'impôt en est un exemple. Nationalisation des ressources apporterait des centaines de millions de plus dans les coffres, c'est certain. Pharma Québec aussi. Donc, il y a beaucoup d'argent à aller chercher actuellement dans le système sans augmenter les impôts. L'équilibre budgétaire, est-ce que vous le respectez en 2013-2014 tel que prévu par Raymond Bachand? En fait,
il y a une chose à ne pas ignorer, c'est que les infrastructures, le programme massif d'infrastructures dans lequel le gouvernement libéral s'est lancé ont amené quand même un accroissement de la dette, même si on n'a pas de déficit une année donnée, parce qu'il y a beaucoup de ça qui s'en va directement à la dette. Donc, il faut quand même être conséquent avec ce qui a été fait dans le passé. Sauf que la priorité pour les finances publiques, c'est pas nécessairement de rembourser la dette demain matin, c'est d'arrêter de faire des déficits réels. Ouais. Parce qu'avec la croissance économique, comme vous le savez, la dette décroît par elle-même en proportion du PIB, et c'est ça qui est important, que la dette cesse de croître en proportion du PIB. Alors, pour réduire la dette, pour créer de la richesse, vous comptez beaucoup sur les ressources, sur les milliards des ressources. Est-ce qu'on comprend que vous allez chercher le pétrole, que vous allez chercher le gaz de schiste? Si on nationalise, ça inclut toutes ces ressources-là. Et on compte aussi beaucoup sur l'éducation pour réduire la dette, parce qu'à terme, ça passe tout par l'innovation, les cerveaux, la recherche, le développement, et c'est là que notre position de gratuité scolaire est non seulement profitable pour le développement économique à venir, mais en plus, les pays qui l'ont mise en place, la gratuité, se sont rendus compte que les gens vont en moyenne plus longtemps à l'école. Donc, ils ont des salaires plus élevés et ils paient plus d'impôts. Et les entrées additionnelles d'impôts valent plus que les frais de scolarité. Donc, c'est un revenu, la gratuité scolaire, et non un coût. On a demandé à nos internautes qui nous suivent de poser des questions. On a retenu une question qui nous vient du public de Steve Chabot qui vous demande, étant donné que les États-Unis sont entrés dans une forme de protectionnisme économique et que la Chine compte faire de même, est-ce que le Québec pourrait en faire autant en favorisant davantage l'économie locale? C'est toujours bien de favoriser l'économie locale, mais il ne faut pas oublier que le Québec est une économie très ouverte. On exporte à peu près la moitié de tout ce qu'on produit et on a besoin de partenaires commerciaux un peu partout dans le monde pour prospérer comme on le fait en ce moment. Donc, il faut que le Québec, évidemment, protège ses intérêts dans ses échanges commerciaux. Et c'est là que la souveraineté va être favorable parce qu'en ce moment, par exemple, le Canada est en train de négocier un accord de libre-échange avec l'Europe qui va nous imposer les termes de ces accords-là sans qu'on ait un mot à dire sur la composition de cet accord-là. Donc, le jour où on sera souverain, on pourra déterminer quels seront les termes de nos accords avec les autres nations du monde. Mais chose certaine, il faut rester ouvert sur les marchés mondiaux. En terminant, vous étiez financier autrefois à Londres. Une prime de risque, vous savez ce que c'est? Oui. Quelle serait la prime de risque si le Québec devenait souverain? Est-ce qu'il y aurait un bond assez important sur les coûts d'emprunt, par exemple? Est-ce que les agences de notation abaisseraient la cote de crédit? Il y en a qui jouent réalistement. Il y en a qui jouent un peu à l'épouvantail avec ça. Il y aurait peut-être une réaction des marchés à court terme, parce que l'incertitude, quelle qu'elle soit, dans les marchés financiers, c'est pas souhaitable. Mais la réaction à court terme pourrait être bénéfique pour le Québec, parce que ce serait évidemment un bond artificiel dans les écarts de crédit du Québec, ce qui fait que la Caisse de dépôt et le Fonds de pension d'Hydro-Québec, par exemple, pourraient racheter de la dette québécoise à prix de rabais et on s'auto-rembourserait notre dette. Donc, ce que Jacques Parizeau avait un peu prévu en quelque sorte. Exactement, et ce serait finalement une bonne chose pour le Québec s'il y avait des gens irrationnels qui voulaient se départir de notre dette. Merci Jean-Martin Hossard. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.